ma présentation va porter principalement sur l'enquête que nous avons réalisée en 2000, de 2011 à 2018. C'est une enquête qu'on réalise tous les 2 ans auprès de la totalité des entreprises de construction bois. Donc, ça prend énormément de temps, énormément d'appels téléphoniques, etc., pour contacter absolument tout le monde et leur demander quelles sont les statistiques de construction bois chez eux. Alors, pourquoi 2018? Tout simplement, et pas 2019-2020, tout simplement parce qu'on est en train de finaliser ce document et qu'il sera disponible à l'approche de Bois et Habitat, du salon Bois et Habitat, qui a été déplacé pour les raisons évidentes que vous connaissez au mois de juin cette année. Alors, cette enquête-là se fait, habituellement en collaboration avec l'Office économique wallon du bois et la plateforme Construction Bois de la Confédération de la construction wallonne. On va commencer peut-être rapidement par qu'est-ce que la construction bois? Ça peut déjà être une première interrogation, parce qu'on pourrait se dire finalement que sans doute, plus de 90 voire presque 100 des toitures de nos maisons sont réalisées en bois. Donc ici, on entend construction bois par tout simplement la structure verticale, la structure portante des habitations, et je parlerai principalement des habitations résidentielles, même si l'enquête plus générale porte également sur les bâtiments non résidentiels. Donc, lorsque la structure verticale est en bois. Alors, une première particularité certainement, et elle reflète bien le profil de nos entreprises, c'est ce graphique-ci. On constate très clairement que, en abscisse, donc on a le nombre annuel de construction par entreprise, et en ordonnée, le nombre d'entreprises. Et donc on voit, très clairement qu'on a un très grand nombre, soit plus de 70 des entreprises qui ne font entre guillemets que 10 constructions par an. Et puis, on a toute une série d'entreprises, mais certes beaucoup moins nombreuses, qui font 20, 30, 40 constructions en bois par an, 40 maisons, habitations résidentielles par an en bois. En fait, on voit très clairement que 70 à 80 des entreprises réalisent au total moins de 30 à 40 constructions par an. Ce qui est assez impressionnant parce que on voit déjà que c'est principalement des petites entreprises ici. Il y a peu d'entreprises qui réalisent plus de 100 constructions par an. Le nombre d'entreprises construisant par an en Belgique est de 110 à 140. Ensuite, on le voilà, il y a pardon, je me rends compte qu'il y a une erreur dans mon axe des ordonnées. Il est mis nombre d'entreprises, ce n'est pas un nombre d'entreprises, c'est un nombre de constructions. Désolé pour cette erreur, mais les chiffres sont néanmoins corrects, hein. Donc ça représente le nombre de constructions par an, et on voit que depuis 2011, la tendance est à l'augmentation au niveau du total des entreprises, des constructions. Donc on arrive, bon an, mal an, à peu près, on est entre 2000 et 2500 constructions en bois par an, avec un peu plus de constructions sur la Flandre par rapport à la Wallonie. Et même en Wallonie, on a une très légère diminution du nombre de... enfin, la tendance est vers une très légère diminution du nombre de constructions en bois. Ce qui est intéressant d'observer, c'est que c'est le nombre moyen de construction par entreprise. Il se fait que en Wallonie, il y a beaucoup plus d'entreprises qu'en Flandre. Le rapport est à peu près de 3 quarts, un quart. Donc on a 3 quarts d'entreprises en plus en Wallonie qu'en Flandre, et pourtant la Wallonie construit moins. Le nombre de constructions moyen par entreprise est de 13 à peu près en Wallonie, alors qu'il est de presque 50 en Flandre. Et ça, c'est tout à fait révélateur du profil des entreprises. En Flandre, on a principalement des entreprises, j'ai envie de dire, monospécifiques, dont l'activité unique est la construction bois. Ce sont des entreprises de taille fatalement plus importante qui préfabriquent largement. Il y a une tendance également peut-être plus aux clés sur porte en Flandre qu'en Wallonie. Attention, dans le nombre de constructions dont je parle, ça ne veut pas dire que ce sont des constructions qui sont construites
en Flandre. Ce sont des constructions qui ont trait à des entreprises dont le siège est basé en Flandre. Mais ces entreprises flamandes pourraient très bien construire en Wallonie, par exemple, et des entreprises wallonnes construisent d'ailleurs également en Flandre. Pourquoi en Wallonie ce nombre est si faible? Eh bien, certainement parce que la construction de bois n'est pas une activité exclusive. Alors qu'évidemment, on a des très gros fabricants en Wallonie. Parmi les plus gros, le plus gros est d'ailleurs une entreprise, wallonne, hem eh bien, c'est, essentiellement lié au fait que, donc comme je le disais, ce n'est pas une activité unique, exclusive. C'est-à-dire que, par exemple, des menuiseries, il n'y a pas d'accès à la profession pour réaliser des maisons bois et donc, une menuiserie peut élargir ses activités, faire de l'escalier, du châssis et le jour suivant, faire éventuellement de la construction bois. Et cela mène à cette différence très claire que l'on a entre la Flandre et la Wallonie, où en Flandre, il n'y a grosso modo pas de menuiserie qui réalise cela. Ce sont des grosses entreprises, comme je le disais, avec une activité unique. Hem Je pense que cette tendance est en train de changer fatalement. C'est la réalité, c'est l'état des choses, mais on en discutera certainement aujourd'hui en matière de levier pour la construction bois. C'est le fait que la préfabrication et donc l'automatisation va mener nécessairement à avoir, de par ne fût-ce que le matériel et la technicité indispensable aux entreprises, va mener à des entreprises qui n'auront plus que cette activité-là comme activité unique et donc je pense que cette tendance, que la Wallonie va rejoindre la tendance flamande, dans le futur. Au niveau des systèmes constructifs maintenant, vous le savez, il y a plusieurs systèmes constructifs. L'ossature bois est le système principal. Donc ossature bois, on a grosso modo un montant de faible dimension, tous les 60 centimètres. C'est un cliché, mais c'est à peu près cela. Et puis on a le bois massif empilé qui, est le système, je vais dire, même si j'aime pas trop cette appellation-là, de entre guillemets «vieux chalet», donc avec des éléments en bois massif. Ce sont des poutres qui sont profilées et qui sont, soit empilées, soit juxtaposées les unes à côté des autres, hein. Il y a également un système qui est intéressant, qui est le poteau-poutre, qui met en œuvre des bois de section plus importantes, hein, qui permet d'avoir de plus grandes ouvertures et un système qui est le panneau massif et je devrais même dire les panneaux massifs parce qu'aujourd'hui on retrouve des panneaux massifs qu'on appelle aussi CLT, Cross Laminated Timber, qui sont soit collés, soit cloués et même maintenant chevillés avec des chevilles à base de, bois compressé. Alors, la tendance, elle était en 2018, celle que vous voyez là, c'est-à-dire grosso modo 86 des systèmes qui sont de l'ossature bois, c'est la formule la plus légère, la plus facile à transporter, la plus facile à mettre en œuvre, et qui, en fin de compte, est la moins, comme je disais, la plus légère et donc qui ne demande pas, par exemple, de grue sur le chantier au moment de la mise en œuvre. Donc c'est vraiment un système très facile, contrairement au panneau où nécessairement il faut une grue. Mais néanmoins, l'ossature bois est en train de diminuer et ça, ce sont les chiffres, que je viens d'analyser dans le cadre de la dernière enquête que nous avons réalisée, qui sortiront en juin. On voit très clairement qu'il y a un pourcentage de panneaux massifs CLT qui tend à augmenter. On est maintenant à plus de 10 et pour la première fois depuis une dizaine d'années, l'ossature bois passe sous les 80 en termes de «part de marché» entre guillemets, de part de système constructif, hein. Heu, Au niveau, de la filière bois et plus précisément, pas de la filière bois, mais de la filière de la construction bois, eh bien, on constate que, il y avait en 2018 1359, salariés, et on constate à ce jour dans la dernière enquête qu'il y a une nette augmentation de l'ordre de 200 salariés à peu près. Donc, c'est tout à fait, intéressant, ce n'est absolument pas négligeable et il est très clair que, l'augmentation
de la prise de conscience, de l'augmentation de l'intérêt, la prise de conscience, des aspects environnementaux, évidemment, d'une lutte contre les changements climatiques, d'agir pour le climat, entre autres par le choix des matériaux, dont des matériaux 100 renouvelables comme le bois, beh, évidemment, je pense, va mener à une augmentation de la part de construction bois sur le marché et par conséquent, va mener évidemment à un développement, à un essor du secteur, même si il y a des épiphénomènes, je dirais, comme on a eu il n'y a pas si longtemps avec la crise du scolyte qui a menacé l'épicéa, ou qui menace l'épicéa, voire l'augmentation des prix du bois que l'on peut observer pour le moment et dont on parle beaucoup dans la presse. Heu, mais néanmoins, je pense que, ça ne changera absolument rien à la tendance et que la construction bois a évidemment le vent en poupe, que la construction bois se développe. C'était pas évident pour moi de réduire mon propos en 5 minutes, et ainsi pu, présenter et finalement jeter les bases de la construction bois et des différents systèmes, en Belgique. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci, un tout grand merci. Je ne sais pas si vous avez vu dans la discussion, il y avait déjà une première question liée à comment pensez-vous que le secteur va-t-il réagir aux hausses du coût de la matière première? Peut-être répondre déjà à cette première question. Alors, inévitablement, ça aura un impact sur le coût de la construction. Il n'y aura pas d'autre possibilité, puisque la matière première augmente. Maintenant, il faut, peut-être en partie relativiser cela parce que, finalement, la quantité de bois dans une maison bois, c'est, dans une maison classique, pour une maison en ossature bois qui fait une centaine de mètres carrés, on est de l'ordre de 20 à 25, mètres cubes. Et donc, je pense que cet effet, il y aura un effet, il y aura une augmentation nécessairement du prix du bois et donc du prix de la construction, mais que sur 20 à 25 mètres cubes, ça ne mettra pas en péril, le développement de la construction bois. Merci. Je vous en prie. Je vous propose de donner la parole à François Laurent. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Alors, avant de céder la parole à Monsieur le maire qui va nous partager son expérience de constructeur, la proposition ici avec vous, c'est de prendre quelques minutes pour tracer ou pour retracer en fait le cadre général et les grandes familles des systèmes constructifs en bois qui ont été rapidement évoqués par Monsieur Frère. D'en donner quelques-unes des caractéristiques principales, alors évidemment pas de manière exhaustive et de manière extrêmement synthétique, d'illustrer chacun des systèmes par un ou deux projets qui sont majoritairement réalisés ou en cours de réalisation ici en Wallonie à Bruxelles, et puis d'essayer de dégager peut-être quelques tendances, quelques perspectives émergentes et parfois à la marge, mais qui illustrent, je pense, la grande vitalité du secteur de la construction, et le tout avec un regard qui sera plutôt axé sur la structure et sur le rôle, sur la place du bois dans les différents systèmes constructifs. Alors, on distingue 4 grands systèmes constructifs en bois. Ça va, la présentation se déroule, c'est bon? Les 4 grands systèmes constructifs en bois étaient rapidement évoqués. Donc, l'ossature, le madrier massif, qui est souvent le madrier massif empilé, le poteau-poutre, et puis les panneaux massifs en CLT. Alors, il y a évidemment des variantes à ces systèmes, ce que j'appellerais des systèmes interstitiels, un peu hors catégorie. Je pense au système Arblox de chez Arbois ou Gabloc, etc. Donc, il y a d'autres systèmes, mais on va se concentrer ici dans les 15 minutes qui sont accordées sur les 4 grands systèmes. Alors, le premier grand système constructif, c'est le système à ossature bois. C'est, comme l'a très bien montré M. Frère, le plus connu et le plus répandu en Belgique pour la construction en bois, et singulièrement pour celle de l'habitat, de la maison individuelle et de quelques unités d'habitation dont nous parlera, je pense, M. le maire à la suite. Et donc, voilà, l'ossature, c'est vraiment un squelette avec des éléments en bois qui sont de faibles sections et qui sont disposés à intervalles assez réguliers, de l'ordre de 40 à 60 cm. Alors, quelques particularités au travers de quelques projets. Peut-être une première particularité, c'est qu'on s'écarte en fait avec l'ossature bois du principe de la construction dite traditionnelle d'une paroi, où de l'intérieur à l'extérieur, on a en fait d'abord la structure, l'isolant et le parement. Avec l'ossature, l'isolant en fait est intégré majoritairement entre les structures, et donc en quelque sorte, contrairement à d'autres systèmes, le bois disparaît, si je puis dire, le bois de structure disparaît à l'intérieur de la paroi. Alors, deuxième particularité, et on le voit dans la coupe horizontale du projet de cette brigade forestière ici dans la forêt de Soignes, c'est le caractère multicouche du système qui témoigne en fait d'une certaine complexité malgré tout,
à la fois à la conception et je pense aussi à la construction, et qui témoigne de la nécessité d'un vrai savoir-faire technique pour parvenir aux performances attendues sur le plan statique, sur le plan de l'isolation, sur le plan de l'étanchéité à l'air, etc. Et enfin, la troisième particularité qui est importante, c'est que c'est un système qui reste relativement limité en termes de nombre de niveaux à construire. On va construire sans problème en R+1, en R+2 aussi, mais rarement, en fait, il faut bien le constater, rarement au-delà d'un R+2. Alors, deux projets pour illustrer rapidement ces systèmes ossature. Le premier, c'est celui qu'on a ici à l'écran, qui est une brigade forestière dans la forêt de Soignes, où on voit, à la fois dans la coupe horizontale et dans la coupe verticale, qui est juste à côté de la photo, on voit ce caractère multicouche, ici qui est encore amplifié, parce que c'est un bâtiment public, par une couche additionnelle qui est amenée côté intérieur pour procurer la résistance au feu de la structure. Quelques photos de la construction de l'ossature, avec deux particularités, et j'insiste parce qu'on verra que c'est très différent dans le projet qui suit, deux particularités ici sur ce projet-là, c'est que seule l'ossature en bois en fait est préfabriquée, est amenée sur chantier, c'était un choix d'entreprise. Et la deuxième particularité, c'est que l'ossature, le bois, en fait, est réalisé avec des éléments en bois massif. Deuxième projet, un peu plus près de Liège ici, c'est les bureaux passifs dans l'entreprise Rademacher à Liège par Canva Architecture. C'est en haut à droite des photos qui sont prises dans les ateliers de l'avenir, où vous voyez côté intérieur la paroi qui est déjà présente avec son frein vapeur et son lattage pour recevoir le panneau de finition intérieur. Et tout en haut à droite, la vue de l'autre côté de la paroi, où on voit l'isolant en laine de bois qui est à l'extérieur de la paroi. Alors, ce qui est particulier par rapport au projet précédent, c'est qu'évidemment, ici, toute la paroi, à l'exception de la finition intérieure et extérieure et de l'isolant qui sera insufflé in situ, eh bien, toute la paroi, en fait, ici, est préfabriquée en atelier. Et alors, deuxième particularité du projet, qui se distingue du projet précédent, c'est qu'en fait, si on regarde, si on jette un œil sur les coupes horizontales qui sont faites dans la paroi, qui sont en bas de l'image, eh bien, on voit que le bois ici, ce ne sont pas directement des éléments en bois massif, mais plutôt des éléments, ce qu'on appelle des éléments en I. Il y a moins de matière bois qui est utilisée. Ça veut dire qu'il y a moins de capacité en termes de structure, ce qui n'est pas grave, puisqu'ici, ce n'était pas l'objectif recherché. Par contre, on a plus de capacité en termes d'isolation. Une coupe verticale, cette fois-ci, dans le projet, où on devine le plancher, la paroi sur la droite et puis le plafond tout en haut. Et on voit que ces mêmes types d'éléments peuvent aussi être utilisés avec des capacités pourtant tout à fait satisfaisantes pour réaliser à la fois des éléments de plancher et à la fois des éléments de toiture. Toujours en ossature, un projet un peu alternatif, je dirais, un projet qui sort du cadre et qui témoigne d'une démarche, je pense, plutôt atypique. C'est un projet d'autoconstruction de l'architecte Stephen Toumsin. C'est un système à ossature et une autoconstruction. Il faut savoir que le système à ossature se prête particulièrement bien à l'autoconstruction, puisque en réalité, le système ossature, on peut l'acheter en kit, il est usiné en atelier, il est même numéroté, ça veut dire que chaque pièce a un numéro pour le montage et il est livré tel quel sur chantier. Comme l'a dit M. Frère, l'ossature elle est légère, donc ça veut dire peu ou pas de moyens de manutention conséquents et des moyens d'assemblage assez simples également, un outillage léger, ce qui permet vraiment une appropriation, je dirais, par l'autoconstructeur du système. Alors ici, la démarche d'autoconstruction, et c'est aussi pour ça que je souhaitais le souligner, elle est un peu vertueuse en quelque sorte, puisque l'objectif, c'est aussi de réduire l'empreinte environnementale globale du projet, grâce notamment à des choix constructifs qui sont, je pense, conscients des enjeux actuels, à la fois l'isolation avec de la paille qui est produite, exploitée à proximité du site, l'utilisation des terres de terrassement pour réaliser des enduits intérieurs, l'utilisation d'une pierre locale pour réaliser des parements. Donc, il y a ce caractère vertueux, je pense, dans le cadre de ce projet. Alors, si on rentre un peu dans le projet, on voit très clairement à gauche l'ossature, avec une double ossature, en fait, une ossature un peu plus importante côté intérieur. C'est l'ossature primaire, la structure primaire qui va reprendre les charges verticales, et l'autre plus fine qui est située à l'extérieur et qui sert en fait à tenir et à enserrer les ballots, et à servir également de support in fine au parement. Alors, je pense que la coupe dans le bâtiment qu'on voit à droite, elle parle d'elle-même. On voit bien l'épaisseur du complexe qui illustre le principe de l'ossature qui est rempli ici d'un isolant 100% naturel, et on voit l'épaisseur de l'isolant très clairement dans la paroi. Un détail en coupe et un détail de connexion entre une paroi et un châssis, et un détail de connexion entre une paroi et un plancher qui montre bien l'importance de l'ossature primaire du côté intérieur. Alors, deuxième système constructif
qui a également été rapidement évoqué par M. Frey, le système bois massif, et généralement bois massif empilé, c'est sans doute un des systèmes les plus marginaux en Belgique en termes de part de marché. Alors, ce qui est caractéristique du système bois massif, c'est que s'il est utilisé seul, en fait, le bois massif empilé peut simultanément remplir à la fois le rôle de structure, mais aussi le rôle d'étanchéité. Et éventuellement, s'il est utilisé seul aussi, il peut avoir des caractéristiques isolantes, entre guillemets, et aussi des caractéristiques de finition, cette finition chalet qui était évoquée il y a quelques instants. Alors, seul ce système-là peut être étanche à l'eau simplement avec le bois. C'est ce qu'on voit ici à droite dans les détails en axonométrie, où on voit que grâce à ce système de redans, sans ajout de membrane, en fait, la paroi en bois, elle peut être étanche. Et enfin, autre caractéristique du système, c'est en fait une problématique assez nette de retrait et tassement du bois, jusqu'à parfois plusieurs centimètres, qui rend en fait à la fois impossible toute performance durable d'étanchéité à l'air dans ce type de bâtiment, et aussi qui limite le nombre d'étages qu'on va pouvoir construire. On va généralement se limiter à 1 ou 2 niveaux maximum construits pour ce type de bâtiment. Alors, troisième système, c'est le système poteau-poutre. Alors, je dirais de manière un peu caricaturale, qui se construit par opposition peut-être par rapport au système ossature. Dans l'ossature, on a en fait beaucoup d'éléments qui sont très denses et de très petites dimensions. Dans le poteau-poutre, c'est l'inverse. On a peu d'éléments et donc une densité de structure assez faible, mais par contre des éléments qui sont de beaucoup plus grande dimension pour constituer l'ossature portante. Alors, un projet pour illustrer ce système constructif. Je reviens sur la brigade forestière de B612, plutôt cette fois-ci sur la partie hangar, la partie à gauche de la brigade forestière, et on devine en fait, eh bien, en bas tout à gauche, eh bien, ces grandes colonnes, ces grandes poutres qui vont permettre de franchir les portées nécessaires avec des remplissages qui seront généralement non portants. Alors, ce type de construction, avec ces grands volumes, ces grandes ouvertures, il est en fait particulièrement adapté pour des bâtiments industriels, des bâtiments tertiaires ou des bâtiments éducatifs, voire dans certains cas aussi pour l'habitat plutôt individuel. Alors, maintenant, deux projets hors Belgique qui témoignent de certaines évolutions relativement récentes. Le premier, il est en Norvège, c'est pour évoquer la question de la construction de grande hauteur, voire de très grande hauteur ici. Et un deuxième projet juste après, en France, qui met l'accent plutôt sur la construction en bois local. Alors, le premier projet en Norvège, ben, c'est assez évident, c'est une tour de grande hauteur. On est ici à plus de 80 mètres, où les éléments de structure verticale et de stabilisation horizontale, on le voit dans l'axonométrie à droite, sont en bois à lamelé collé, et ce sont eux qui assurent l'entièreté de la fonction portante du bâtiment, à la fois la fonction de reprise des charges verticales, mais aussi la fonction de stabilisation par rapport aux sollicitations horizontales, notamment du vent. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, mais quand même quelques photos qui témoignent, je pense tout en haut à gauche, de la complexité des assemblages, aussi de l'importance des sections, puisque dans la tour, on a des sections qui vont jusqu'à 60 cm par 1,50 m en pied de tour au niveau des éléments à lamelé collé. Donc, on a des sections extrêmement importantes. On voit bien, je pense aussi dans la photo, ces grands éléments de contreventement à lamelé collé. Et tout en bas à droite, le caractère soigné des assemblages, puisque ici, contrairement à d'autres systèmes, eh bien, la structure en bois, elle est véritablement apparente. Quelques images encore rapidement des éléments de plancher qui doivent ici satisfaire à des critères de résistance au feu de 90 minutes, ce qui est assez élevé. Planchers qui sont constitués de ces éléments Kerto, qui sont ces éléments de panneaux assez minces que vous voyez ici au milieu de l'écran. Et puis quelques images que j'ai empruntées en fait à d'autres projets, donc qui ne sont pas des photos du projet de cette tour en Norvège, mais qui illustrent, je pense, la diversité, quelques-unes en tout cas des solutions qui existent pour les planchers. Il faut savoir que les planchers dans les constructions en bois font l'objet de nombreuses recherches au CSTC, dans les entreprises, etc., dans les universités, parce qu'ils concentrent toute une série de performances qui sont des performances statiques, des performances vibratoires, de résistance au feu, des performances acoustiques par rapport à la question des bruits aériens et des bruits de choc. Donc, voilà véritablement une question très importante qui est la question des planchers. Et puis un deuxième projet en poteau-poutre, à l'étranger, ici, il est réalisé en France dans un parc arboré. C'est un tout petit pavillon, mais j'ai choisi simplement parce qu'il pose la question de l'usage du bois local. On a utilisé ici, on a optimisé en fait le circuit court, puisque ce sont les propres châtaigniers du parc qui ont été coupés à quelques centaines de mètres du site de construction, qui ont été coupés avant d'être transformés dans une scierie qui est située à quelques kilomètres. Et donc vraiment l'usage du bois local, tout est en bois local, à l'exception évidemment des panneaux OSB qui vont constituer les planchers. Donc ça, je pense que c'est une tendance importante. Alors, quatrième système constructif, c'est le panneau massif CLT, soit collé, soit cloué. Alors,
CLT, c'est Construction Laminated Timber, donc il s'agit en fait de planches en bois massif qui sont disposées en couches croisées, alternées et toujours en nombre ampère. Alors, contrairement aux autres systèmes, on utilise ici des éléments qui sont des éléments surfaciques, donc bidimensionnels. Ce ne sont pas des éléments linéaires et qui ont une capacité à la fois, et c'est particulier, de reprendre des charges dans leur plan, et on va pouvoir les utiliser comme murs porteurs, mais aussi hors de leur plan, et on va pouvoir les utiliser plutôt comme plancher. Alors ces panneaux-là, ils sont soit collés, et on va pouvoir les utiliser en mur et en plancher. Ils ont d'excellentes performances mécaniques, ils ont d'excellentes performances de résistance au feu, une très bonne étanchéité à l'air également, je dirais, dans la masse. Soit ils sont cloués, avec toujours des lamelles qui sont croisées dans les deux directions, toujours pour la stabilité du panneau. Deux projets choisis pour parler des systèmes constructifs en panneaux massifs CLT. Ce projet-ci, qui est une petite école à Bruxelles, j'ai choisi parce qu'en réalité, si on regarde la coupe à gauche, donc il y a deux coupes, une à droite, une à gauche, juste à côté de la photo, en fait, l'ensemble du projet a été imaginé en ossature bois. Il a été dessiné, il a été conçu, il a été mis en soumission en ossature bois, et finalement, il a été réalisé, si vous regardez la coupe à droite, il a été réalisé entièrement en CLT. Ça montre, je pense, la diversité et l'interchangeabilité éventuelle des systèmes constructifs, puisqu'ici, en fait, le système CLT a totalement rempli le job en remplissant toutes les performances en termes mécaniques, résistance au feu, aspect, etc. Voilà pour quelques images du chantier qui était réalisé. Je pense que le montage de la structure primaire ici qu'on voit à l'écran a été fait en une petite dizaine de jours, et on voit bien qu'à la fois les murs et à la fois les planchers sont réalisés avec ces grands panneaux massifs en CLT. Et puis un deuxième projet, cette fois-ci à Liège, qui montre l'usage du CLT dans la construction de grande hauteur, puisqu'on a ici un bâtiment dans le centre de Liège qui est en R+8, donc on a 9 niveaux qui sont construits en CLT, et absolument tout est en CLT. On voit à gauche de l'image les panneaux dans les niveaux supérieurs, on voit l'escalier, on voit la cage d'ascenseur, donc tout est en CLT. Et à droite, on devine également le principe qui se rapproche plutôt de la construction traditionnelle qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire de l'intérieur vers l'extérieur, une structure, un isolant et un parement. Voilà pour les 4 grands systèmes constructifs. Et alors, pour terminer, quelques dias peut-être qui témoignent de la mixité et surtout de l'hybridité des systèmes constructifs, puisque dans la pratique, en fait, il est assez courant que plusieurs systèmes se combinent et s'associent en fonction des spécificités du projet. C'était l'exemple tout à l'heure de la brigade forestière, où on avait une partie bureau où on a choisi un système ossature et une partie hangar où on a choisi plutôt un système poteau-poutre. Alors, au-delà de la mixité des systèmes et de ce projet de la brigade, je veux simplement vous partager 2 projets de recherche qui parlent, eux, plutôt de l'hybridité des systèmes. Alors, le premier projet, qui est un projet de recherche, c'est le projet BRIC, qui veut dire Built Reversible in Conception, c'est-à-dire construire réversible et construire évolutif dès la conception. C'est un projet qui est développé à des fins pédagogiques et de formation et qui s'étend sur plusieurs années, où on va d'abord construire un bâtiment et puis le désassembler, le réparer et remonter un autre bâtiment à la suite. Alors, il est hybride. Pourquoi? Il est hybride parce que si on regarde la vue en plan qui est au centre de l'image, on voit qu'il est constitué sur sa périphérie en fait d'une ossature, de caissons qui seront insufflés in situ, qui n'ont pas de rôle porteur à proprement parler, mais qui assurent certainement un rôle de contreventement. Et puis, il est hybride parce qu'il est constitué aussi côté intérieur de structures poteau-poutre, mais avec une vraie densité ici de poutres et colonnes, ce qui est assez particulier et qui assure, eux, un rôle plutôt de reprise des charges verticales. Voilà une photo à gauche où on voit un détail de ce système poteau-poutre à la fois mixé avec une ossature. Et à droite, l'illustration de cette recherche appliquée, puisqu'on passe d'un projet qui est le BRIC 1, qui a été construit, qui se veut exemplaire en termes d'économie circulaire, et le passage au système BRIC 2, où on va démonter et remonter la structure. C'est tout le principe du BAMB, Building as Material Bank, c'est-à-dire qu'on va utiliser la matière d'aujourd'hui comme une ressource en fait directe pour demain, dans laquelle évidemment la question du démontage et de la réutilisation des structures, du réemploi, de la valorisation des éléments de construction est tout à fait centrale. Ici, quelques photos du projet BRIC 1, de la construction du projet BRIC 1. Et puis un deuxième projet de recherche pour encore appuyer sur cette question d'hybridité des systèmes constructifs. C'est un projet de recherche et développement qui est mené pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, qui est mené par les architectes de Matador Equistudio et l'entreprise Stabilam, dont l'objectif est en fait de mettre au point un système de construction modulaire qui devrait permettre de remplacer à terme les écoles pavillonnaires qui ont été construites dans les années 70
en Fédération de Bruxelles, et donc de refabriquer des écoles, c'est l'image de droite, en recombinant en fait des classes qui sont des classes type. Alors une image du prototype de cette classe type qui vient d'être construit il y a quelques semaines, peut-être un mois ou deux au grand maximum, et on devine un système hybride entre en façade un système de panneaux massifs et un système plutôt type poteau-poutre côté intérieur, avec un mélange à la fois d'éléments lamelés collés et d'éléments en CLT. Quelques vues de la préfabrication en atelier, juste à côté du site de construction du prototype. Tout en haut à droite, on voit les éléments de façade extérieure. Au milieu, au-dessus, vous voyez la fabrication de ce qu'on appelait les piliers gaines, qui sont des espèces de colonnes creuses qui intègrent les équipements techniques. Et puis tout en bas, au milieu, des éléments de plancher qui sont à nouveau un système un peu hybride, un mix entre des éléments de plancher surfaciques en CLT et des poutres en lamelés collés. Une vue du montage, du début de montage de la structure avec les grands éléments de façade, les grands piliers gaines sur 2 niveaux et puis les premiers éléments de plancher qui commencent à être posés. Même chose au niveau du premier étage, la construction se poursuit. Une vue intérieure du prototype avec la réalisation des premiers essais vibratoires, puisqu'il s'agit d'un prototype qui va être testé dans les prochaines semaines. Et une photo pratiquement au jour le jour, une vue du prototype en cours d'équipement actuellement avec tout ce qui est équipement technique. Voilà, merci pour votre attention. Un tout grand merci, Monsieur Laurent. Je vois qu'il y a déjà 2 questions, on peut peut-être les prendre déjà. Quelles sont les spécificités de la province de Liège dans le secteur de la construction bois par rapport à ses voisines, peut-être le Luxembourg? Est-ce qu'il y a une spécificité pour la province de Liège? Ouais, c'est une question complexe, à mon avis, qu'il faudrait partager avec Hugues Frère, qui connaît, à mon avis, mieux les acteurs que moi du système. J'ai un petit peu du mal à répondre. Je pense qu'il y a, en tout cas, ce qu'il y a sur Liège notamment, c'est qu'on a toute une série, en tout cas dans les toutes dernières années, on a vu apparaître à Liège toute une série de projets, notamment en milieu urbain. On a vu que la construction bois, elle reste parfois en fait cantonnée dans la construction de l'habitat individuel, en tout cas de projets d'échelle parfois modeste. Ici sur Liège, on voit arriver des projets d'exhaussement de bâtiments, donc qui interrogent la question de la densité de la construction. On voit apparaître des projets de relativement grande hauteur, et donc je pense que ça, la ville permet aussi d'accueillir en fait des projets de bois d'une certaine ampleur. Maintenant sur les acteurs, il y a effectivement beaucoup d'acteurs en province de Liège. Maintenant, pour vous dire s'il y en a plus ou moins par rapport à la province de Luxembourg, c'est un petit peu compliqué à vous répondre. Peut-être que monsieur Frère, qui a une vision des entreprises et une meilleure vision du secteur par province, saura nous aiguiller, je pense. Oui, selon moi, effectivement, c'est un peu lié effectivement à la distribution de la population aussi, où la province de Luxembourg est un peu moins dense en population que sur la province de Liège. Il y a plus de constructeurs, tout comme il y a beaucoup de menuisiers dans la province de Liège, plus selon moi que dans la province de Luxembourg. Mais dans les spécificités de la construction, selon moi, il n'y en a pas, tout comme en fait, il n'y en a pas au niveau belge. On retrouve les systèmes constructifs un peu de la même manière, distribués de la même manière que ceux qui ont été présentés, dans les mêmes pourcentages, grosso modo. Mais il est évident, et là je rejoins tout à fait ce qu'indique M. Laurent, que dans la ville, dans les villes de manière générale, on constate vraiment une tendance et tout l'intérêt des surélévations en bois, certainement lié au fait du poids propre du bois qui permet des rehausses sans renforcement de la structure de l'existant. Merci. Je vais peut-être céder la parole à M. Lemar. Bonjour à tous d'abord. Je m'appelle Éric Lemar, je suis directeur de production au sein du groupe Horizon. Donc, ceux qui ne connaîtraient pas le groupe Horizon, c'est un promoteur immobilier, un peu d'historique. Donc, promoteur immobilier qui a été créé par Laurent Maguet, donc un entrepreneur bien connu dans la région de Liège, et je dirais écologiste de la première heure. Dès le début de l'aventure dans l'immobilier, la volonté de Laurent Maguet a toujours été de construire des bâtiments peu énergivores et qui utilisaient des énergies propres et renouvelables. Il faut savoir qu'en Belgique, plus de 8 millions de tonnes d'émissions de CO2 proviennent du résidentiel. Donc, le secteur de la construction a donc un vrai rôle à jouer dans la lutte contre le réchauffement climatique. Voilà. Donc oui, donc, au risque
me répéter. Donc, je disais qu'en tant que, voilà, que promoteur immobilier, donc le premier fait d'armes du groupe Horizon a été la création du premier écoquartier de la province de Liège, donc à viser le domaine des Pléiades. Voilà, donc c'était déjà cette idée un peu écologique de l'immobilier. Cet écoquartier se caractérisait par deux choses principalement. C'était l'orientation des bâtiments. Donc, tous les bâtiments dans les domaines des Pléiades sont orientés plein sud. Ça, c'est une première chose. Et la seconde, c'était la mise en œuvre d'un réseau de chaleur, donc une chaufferie collective pour l'ensemble des bâtiments. Et cette chaufferie, on utilise de la biomasse déjà donc pour la production d'eau chaude sanitaire et du chauffage. Donc, ça, c'était un petit peu les débuts du groupe, donc avec cette terminologie de thermo-efficace. Donc, ça, c'était une terminologie qu'on utilisait au début de nos projets. On a évolué dans nos projets pour venir vraiment à ce concept d'innovation durable, donc toujours concevoir des bâtiments peu énergivores, utiliser le maximum d'énergie renouvelable. On valorise maintenant également les eaux de pluie, mise en place du réseau de chaleur que nous maîtrisons de mieux en mieux. Et donc maintenant, on propose des maisons en ossature bois. Et donc c'est la raison pour laquelle voilà, nous intervenons aujourd'hui. En tant que promoteur immobilier, ça fait l'objet d'une réflexion assez longue. Il a fallu passer le pas de se dire on va sortir de la construction traditionnelle et construire en ossature bois. Pourquoi est-ce qu'il a fallu cette réflexion? Parce qu'il faut savoir que nous, on construit avant d'avoir vendu, on construit avant d'avoir trouvé le propriétaire de cette future maison. Et donc, il ne fallait pas se tromper. Il fallait être certain que le marché réponde à cette proposition. Ça a été le cas. On a construit 2 premières maisons à Liège et on pourra un petit peu avoir le retour de la clientèle potentielle. Il a fallu faire… L'idée collective des gens, c'était oui, mais est-ce que le bois, c'est aussi dur, aussi durable qu'une maison en dur, en briques, en bloc? Et toujours cette question, oui, mais en cas d'incendie, est-ce que je ne vais pas perdre toute ma maison? Voilà. Donc ça, c'était vraiment quelque chose dans la conscience collective qui était très fort. Et aussi le fait qu'au début, il y avait cette notion de coût, où la maison en ossature bois ou la maison en construction bois coûtait plus cher que le traditionnel. Ça, il a fallu un petit peu justement bien travailler pour prouver aux gens que ce n'était pas le cas. Alors, ce n'est pas le cas pourquoi? Puisque nous, en tant que promoteurs immobiliers, les avantages de cette construction bois, c'est la rapidité d'exécution. Et donc, qui dit rapidité d'exécution dit maîtrise des coûts, bien évidemment. Cette préfabrication en atelier, pour nous, est un élément qui est vraiment agréable au niveau de la gestion de nos plannings. Ça nous permet, quand on a obtenu un permis d'urbanisme, on peut déjà préconstruire nos parois et les mettre en œuvre dans les moments idéaux, donc en fonction du temps, du climat et en fonction, je dirais, de l'évolution du projet. Donc, ça nous permet aussi de travailler sur l'impact CO2 et de diminuer cet impact CO2, bien évidemment. Je vais vous parler des 2 premières maisons en ossature bois à Liège, donc, qui ont été vendues relativement rapidement. Là, je vous parle de 2017. En 2018, on a sorti un projet de plus grande ampleur, donc à Jemeup, le domaine Buona Fortuna, où là, nous avons construit 19 maisons en ossature bois qui aujourd'hui sont toutes vendues et bientôt toutes occupées. Ce qui nous conforte dans l'idée que finalement, le marché est aujourd'hui prêt pour justement ces constructions en ossature bois. On a un nouveau projet donc à Fléron qui va regrouper à terme une trentaine de maisons. Là, pour l'instant, on construit les 17 premières, toujours en ossature bois.
Et je dirais, je pense qu'à terme, la totalité de nos maisons seront construites en ossature bois. Je dis maison aujourd'hui, M. Laurent parlait tout à l'heure, nous étudions effectivement la possibilité de construire des immeubles à appartements en bois. Aujourd'hui, effectivement, on parle de RE+2, RE+3 éventuellement. C'est toujours en phase d'étude chez nous. Aujourd'hui, dans nos projets, et notamment le projet de Fléron est un bel exemple, vous avez 2 immeubles à appartements en construction traditionnelle et à côté de cela, les maisons individuelles sont en ossature bois. Donc voilà, on n'a pas encore passé le pas de construire des appartements en bois, mais voilà. Nous y travaillons, c'est à l'étude. Je ne sais pas vous dire quand on sera prêt voilà, à passer le cap, mais je pense que ça arrivera de toute façon. Quelques photos du projet. Donc, ben voilà, ça ici, au niveau de la mise en œuvre, donc on est bien sur une ossature et pas sur un poteau poutre ou des CLT, pour toutes les raisons évoquées par M. Laurent précédemment. Donc ici, si vous me le permettez. Le cachet rouge AR qui est au bout de la planche ici, ça veut dire quelque chose, non? Le cachet rouge qui est ici au bout AR. Ça peut être spécifique à la souris. Ouais, c'est une idée. Voici, en vous remerciant. Et bien évidemment, à votre disposition pour répondre aux questions des différents intervenants.